Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Donc en tout cas, merci beaucoup pour l'UFC 270, pour le voyage qu'on a organisé. Donc là, on a fait doublement sold out, je crois. Je vais quand même mettre le lien en description parce qu'on a réussi, en premier commentaire parce qu'on a réussi à débloquer de nouvelles places. Selon notre partenaire Avast Voyage, c'était complet. En tout cas, il y avait une liste d'attente, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. En cas de, de désistement ou quoi que ce soit, mais en tout cas, merci à vous vraiment pour ce soutien, pour cet engouement complètement fou. C'était une première pour nous, c'était un petit peu risqué parce que forcément c'était un projet un peu ambitieux par rapport à ce qu'on fait d'habitude, on va dire. Là, c'est un vrai voyage, quoi, qu'on organisait, donc ouais. Vous avez répondu en masse. Et rapidement, donc merci beaucoup. Voilà, et maintenant à nous de vous régaler. Exactement, à nous de délivrer. Rust, on va s'intéresser aujourd'hui à Khamzat Chimaev contre Jack Hermansson. Ça avait lieu hier soir. Khamzat Chimaev contre Jack Hermansson. Jack Hermansson qui est surtout réputé pour son JJB à l'UFC, même si c'est vrai qu'en lutte, on peut se souvenir du combat notamment contre Edmen Shabazian, il n'est pas en reste. Il s'est incliné face à Khamzat Chimaev, donc Rust, raconte-nous un petit peu le choc qui était disponible en pay-per-view. Alors c'était donc effectivement de la lutte freestyle, donc c'est pas exactement c'est pas comme du jiu-jitsu brésilien ou des trucs à la soumission. Là c'est vraiment la manière de noter, de marquer les points est totalement différente, et puis il y a pas de clé, il y a pas d'étranglement et tout ça. C'était vraiment ce qui est vraiment important pour Jack Hermansson. Je tiens à le dire parce que c'est vrai que les gens font pas mal de raccourcis en mode Khamzat a bouffé Jack Hermansson. Enfin là on lui a enlevé quand même des armes qui étaient importantes dans son jeu. Son domaine, hein. C'est-à-dire que même si Jack Hermansson, alors d'après ce que j'ai vu, mais j'ai pas réussi à trouver de sources sûres, mais d'après ce que j'ai vu, il a été, quand il était beaucoup plus jeune, Jack Hermansson, champion national de lutte, mais quand il était vraiment petit, je crois, mais ça n'est pas ce qu'il a utilisé pour vraiment développer le plus dangereux de son arsenal en tant que combattant. C'est vraiment son grappling en tant que combattant où il est vraiment très 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 létal et très dangereux. Et donc là, il pouvait pas l'utiliser, quoi. Là, c'était vraiment de la lutte pure, qui est plus le domaine, effectivement, de Khamzat. C'est-à-dire que, pour le coup, Khamzat, lui, c'est exactement ce dans quoi il est devenu, le meilleur, en tout cas en Suède, parce que il est arrivé en Suède à 17 ans. Avant ça, il venait de Tchétchénie. Il avait obtenu une médaille de bronze dans les championnats nationaux de lutte lorsqu'il était encore en Tchétchénie, mais national du coup au niveau russe. Il est venu à 17 ans en 2011 en Suède, et en Suède il est devenu là par contre multiple fois champion de Suède en middleweight et en welterweight, et à chaque fois en plus avec des scores monstrueux où en gros il ne laissait mais aucun point aux adversaires. C'était genre des 10-0, 10-0, 7-0 et tout ça. D'ailleurs ça ce sont les scores d'ailleurs d'un de ces tournois pour devenir champion de Suède, où il a mis donc 10-0, 10-0, 10-0 sur les 3 premiers tours, entre guillemets. Et donc, c'est-à-dire qu'en gros, à 10-0, c'est ce qu'on appelle un technical fall, et c'est-à-dire que le combat s'arrête. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu marques 10 points, là, en l'occurrence, à 0, c'est clair, le combat s'arrête, t'as gagné immédiatement. C'est ce qu'il a fait sur ses 3 premiers adversaires. Et le dernier, il l'a bouffé aussi 7-0. Là, pour Jack Hermansson, le score final, à la fin des 2 rounds, était de 8-0. Donc, c'est-à-dire, et en plus, il a réussi des projections. Enfin, c'était vraiment, il l'a dominé totalement, quoi. Il n'a laissé aucune chance. En fait, c'est surtout ça l'impression qu'il ressort quand tu regardes le match de lutte. Ça n'est pas notre spécialité, mais du peu d'expérience qu'on a, vraiment, tu sentais que toutes les tentatives de Jack Hermansson étaient infructueuses. Et en revanche, celle de Khamzat, il arrivait à ses fins, quoi. Donc, il l'a bouffé tout simplement, mais voilà, gardez bien à l'esprit que même si c'est impressionnant, parce que Khamzat est censé être un welterweight et Jack Hermansson est censé être un middleweight. Et puis visuellement, parce que c'était moi, il y a une des projections qui m'a particulièrement marqué, c'est quand il y a Jack Hermansson qui sécurise le double underhook, et par son travail des hanches et aussi par son crochet, il arrive à sécuriser la projection Khamzat Chimaev, et tu te dis ah ouais, quand même. Ouais, il est imprenable en fait, quoi. Non, c'est pour ça, c'est très impressionnant. Et alors, c'est vrai que même au niveau des gabarits,
c'était assez impressionnant parce que d'ailleurs, il est arrivé plus lourd que Jack Hermansson, Khamzat, alors que donc, même s'il a fait les 2 catégories, Khamzat, là, il a vraiment décidé de se mettre dans la catégorie des welterweight, donc c'est-à-dire moins de 77 kilos. Jack Hermansson, lui, est top 10, top 5 même, je crois, et officie dans la catégorie des middleweight. Il est 6e. En fait, c'est 6e. ça qui est fou, en fait. C'était là, tu fais, ah d'accord, en fait. Ouais. Non, mais c'est monstrueux. Et même en étant donc 6e middleweight, il était plus petit sur la balance que Khamzat Chimaev. Et même, c'est vrai, au niveau des gabarits, c'était assez impressionnant. Mais donc voilà, enfin ça participe en fait ce qu'on peut en retenir finalement, parce que comme on l'a dit, voilà, c'était pas le domaine de Jack Hermansson, mais ça participe un petit peu quand même à faire grandir un peu la légende Khamzat Chimaev. Et ça, en plus, alors vraiment, on vous conseille d'aller le voir, puisque même sans être un spécialiste, le combat était vraiment divertissant et vraiment excitant, le combat de lutte. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire en tout cas. Mais bah voilà, Khamzat est un monstre, quoi. Je trouve ça bien que l'UFC permette à ses combattants, mine de rien, de faire un petit peu de... Parce qu'ils peuvent faire un petit peu de grappling, ils peuvent faire là aussi des matchs de lutte. Je trouve que c'est pas mal, même si le contrat est quand même assez restreint en MMA, puisque c'est une exclusivité avec l'UFC, mais tu vois qu'ils puissent aller au submission only, faire aussi le... Comment il s'appelle ? DCC. La DCC, le truc de Chael Sonnen aussi. Le Submission Underground. Oui, c'est ça exactement. Ouais. Donc je trouve que c'est pas mal de la part de l'UFC de faire ça. Il y avait aussi c'était Luke Rockhold qui était Polaris, c'est ça ? Oui, Polaris, ouais. Oui, c'est ça. Donc franchement, c'était assez sympa. Donc je trouve que c'est bien de la part de l'UFC. Et puis surtout, ça permet aux combattants. Mais là, c'est une petite parenthèse. Je sais pas si Russ t'avait écouté l'interview de Jordan Burroughs avec Ariel Helwani. Ariel, non. Ah. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, là, on est dans une situation où des lutteurs comme lui, là, il a expliqué que lors des mondiaux, donc là, il est devenu à nouveau champion du monde. Il avait raté le cut pour les Jeux Olympiques. Il a dit, bon bah mon titre de champion du monde, ça a été 3 mois de travail intense. Énormément de sacrifices, j'ai gagné $50,000. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en gros, il ferme plus du tout la porte à l'UFC, au MMA. Il a dit, je veux au moins faire un combat de MMA. Mais dans l'interview, il a été un petit peu plus loin en disant, bon, aujourd'hui, je gagne $50,000 en étant champion du monde. Là, j'ai envie de faire les JO, ce sera mon dernier cycle, il aura 37 ans lors des prochains JO, donc ça va être un petit peu chaud pour lui, mais tu sais, il veut vraiment prouver quelque chose en disant, bah, c'est un accident pour les JO, donc 2021. Et en gros, il se dit, j'ai fait $50,000 là pour mon titre de champion du monde. Si je peux faire autant à chaque combat de MMA, bah j'ai bien envie de tester pour un seul, mais pourquoi pas en faire plusieurs. Et tu vois, tu te dis, on est dans une situation où les combattants de MMA cherchent la boxe parce que ça rapporte plus de thunes, mais ceux qui viennent de la lutte aujourd'hui, le MMA leur permet aussi de gagner beaucoup plus de sous, parce que là, par exemple, je sais pas combien s'est fait Khamzat Chimaev et se sont fait Khamzat Chimaev et Jack Hermansson, mais à mon avis, on est très loin de ce qui touche à l'UFC. Ah oui, c'est sûr, certain. Oui. Alors c'était un pay-per-view, mais ils ont dû toucher une part de ce pay-per-view parce que c'était les deux stars. Ouais. Mais oui, non, c'est sûr. Bah, de toute façon, c'est clair que là, eux, c'était, je pense, surtout pour le fun, c'est-à-dire que et pour se tester l'un l'autre. En plus, ils avaient l'air d'être à moitié potes. Enfin, c'était assez cool. Mais non, c'est sûr. Après, pour l'UFC, ils prennent pas trop de risques, c'est ça. Et c'est pour ça que tout ce qui est grappling, ils laissent vraiment évidemment faire. C'est parce que même au niveau de l'image, c'est marrant, tu vois, mais même si quelqu'un se fait étrangler mais mettons, tu vois, pire scénario possible, et il ne tape pas et il se fait endormir, ben, alors que, tu vois, si on prenait une espèce de parallèle par rapport à la vie réelle, ben, théoriquement, dans la vie réelle, donc il serait mort. C'est-à-dire qu'ensuite, ton adversaire fait ce qu'il veut de ton corps, tu vois. Mais pourtant, le fait que ce soit une clé de bras ou un étranglement ou que tu perdes dans un match de grappling, potentiellement, est bien moins grave en termes d'image que si tu prends un KO, que si tu te fais démonter en striking. C'est quand même marrant, tu vois. Et puis il y a une meilleure ambiance, tu vois. Hormis le cas Luke Rockhold quand il avait fait son combat où là c'était pas du tout bon enfant, tu vois. Ouais. Tout le reste, à chaque fois, on sait que les mecs, ils sont, bah, par exemple, tu vois, même Ben Askren, quand il avait fait de la lutte avec Jordan Burroughs, par exemple, il voulait quand même prouver quelque chose pour dire, bah, je suis pas rincé, j'ai fait les JO, j'étais membre de l'équipe olympique américaine de lutte en 2008. Bon, il s'est fait bouffer, bien évidemment, mais il y a pas du tout ce côté comme en MMA où clairement là les mecs jouent leur carrière, tu vois. Et c'est ça aussi à mon avis qui fait que l'UFC le permet, et comme tu dis, c'est pas grave si soit ils se font étrangler, soit ils sont pris en soumission, c'est que tout le monde sait que c'est une parenthèse,
tu fais ton truc, tu donnes le meilleur de toi-même, ensuite les mecs se serrent la main et chacun retourne à sa vie habituelle, à savoir le mec qui fait du grappe ou qui fait de la lutte, bah il va reprendre tout ça, et toi qui fais de l'UFC, bah tu vas revenir dans la ligue, essayer de monter dans les classements ou défendre ta ceinture. Ouais, oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Non, et puis c'est moins spectaculaire aussi. Enfin, c'est un peu, c'est con, mais c'est dans le sens, en grappling, tu sais, je pense que dans l'esprit des gens, même, et disons des gens qui ne s'y connaissent pas forcément, je pense qu'il y en a plein qui se diraient s'ils voyaient, même, ne serait-ce que, tu vois, je sais pas, n'importe qui, Francis Ngannou, s'il faisait une compétition de grappling et qui se faisait étrangler, bah, je pense que dans l'esprit même de ceux qui ne s'y connaissent pas, ils seraient en mode, ouais, enfin, même au sol, s'il y avait les frappes et s'il y avait, enfin, si c'était MMA complet, ce serait pas la même chose. Enfin, tu vois, je pense qu'il y aurait un espèce de délire comme ça. Tandis que en striking, quand tu te fais mettre KO, ben là pour le coup, tu peux pas dire bah ouais, mais si ça avait été du MMA, bah non, parce que enfin là pour le coup, c'est donc alors oui, si c'est anglaise par rapport à kickboxing et tout ça, mais si c'est un match de Muay Thai ou de kickboxing, ben là pour le coup, tu te fais bouffer, et même en MMA, tu te serais fait bouffer quoi. Et c'est ça qui est assez intéressant. Ça, mais et c'est pour ça donc que à part Conor versus Mayweather, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme exception en striking? Parce que c'est sûr que kickboxing et Muay Thai, ils le feront jamais, justement pour ça. Mais Bah, et puis aussi, oui, non, mais ouais, y a trop de risques, vraiment trop de risques pour la suite de la oui, carrière. bah oui, ouais. Non, il n'y a pas eu d'autres exceptions, Rusty. Rusty Big Ass Rusty. Ouais. Non, parce que tu vois, par exemple, excuse-moi, je fais juste un parler très rapide, mais avec le Glory, et je crois que ça a changé, je sais plus, mais je crois que ça a changé. Tu sais, ils permettaient même à leurs champions d'aller combattre dans d'autres organisations, il fut un temps. Non, le Glory le fait toujours. Toujours. Ils le font toujours. En fait, le Glory, il y a c'est le contrat, en fait, est exclusif uniquement en kickboxing. C'est pour ça qu'on voit des Gronart, des un des Yuri même Rico, il avait fait le Kunlun. mais oui, mais ça c'était avant. C'était avant, mais aujourd'hui en l'état, le Glory c'est exclusivité en kickboxing. D'accord, ok. Mais si tu veux faire de la taille, tu peux y aller. D'accord, ok. Voilà. C'est intéressant. Donc voilà, exactement. Non, mais après, tout dépend aussi des athlètes. Parce que tu vois, par exemple, c'est Giorgio Petrosyan, lui, il a une exclusivité, c'est en striking, mais par exemple, il peut faire toujours des shows chez lui en Italie, où tu sais que c'est un adversaire qui est quand même abordable, et dans le sens où il va pas faire un combat qui risquerait de l'handicaper pour un prochain qui va faire au ONE FC. Donc c'est ça aussi, à chaque fois dans les contrats, c'est tu peux faire ton petit show local, mais que ce soit quand même... enfin, si tu fais partie d'un tournoi ou quelque chose comme ça, que tu te retrouves pas à être forfait. Ouais, ok. Bon, bah voilà. Voilà, on a fait le tour, je crois, Big Rusty, sur cette question. I think so too. Allez, à la prochaine. Merci de votre fidélité. Big shout out à my sweet protein. Moins 38% sur tout my protein avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur. Et puis Tsume aussi. Tsume pour la magnifique déco du studio, tout simplement. Et puis vous le savez, hein. Road to the Millie. On s'attaque d'abord au 200 G's. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. On est aussi sur toutes les plateformes de podcast audio, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, les 5 étoiles, ça nous aide aussi beaucoup. Et je tenais aussi à vous remercier pour votre fidélité en audio parce que c'est vrai que on grimpe aussi petit à petit, donc ça fait plaisir. Allez, see ya, Rusty. See ya. Yeah.